Mes chers frères et sœurs, salut. Vous voyez, je l'ai déjà dit, moi je suis rentré dans la vidéo, je suis rentré à faire des vidéos parce que à un certain moment, nous avons vu des irresponsables, des ignares, des gens qui ne savaient rien venir sur les réseaux sociaux et faire des vidéos, faire des déclarations, des fausses informations, vendre des illusions. Voilà pourquoi nous rentrons dans la vidéo. À un certain moment, nous étions tous des suiveurs de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais j'ai été interpellé un jour quand cette comédienne qui se dit artiste, Eleonore a une vidéo, était en train de donner des informations en économie, quand on sait qu'elle n'a aucune information en économie. Et elle disait comme ça que le président Alassane Ouattara avait endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 14 milliards. 14 milliards. Et tellement elle insistait sur les 14 milliards, j'ai dit, mais 14 milliards dans la vie d'un État, dans l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire, mais c'est rien du tout, c'est rien. Donc, j'ai été amené à penser, j'ai dit, nous ne pouvons pas nous taire sur ces bêtises-là, sur ces informations-là que les gens donnent à nos parents, à nos peuples, quand on sait le niveau culturel, le niveau intellectuel et le niveau d'information de nos camarades. J'ai dit que nous ne pouvons pas nous taire, on ne pouvait pas garder le silence sur ces égarements-là. Et ce n'est pas la seule, il y a eu plusieurs faiseurs de vidéos que j'appelle, qui venaient donner des informations. J'ai dit, mais ceux-là, ils parlent de quoi même là? Ils parlent de quoi même là? Comme je l'ai dit, nous qui avons une certaine source d'information, qui avons un certain niveau de décrypter, un certain langage franc, en tout cas un certain niveau de décortiquer un peu l'actualité, une certaine source, nous ne pouvons pas accepter de rester silencieux sur ces dérives-là, sur ces gens qui étaient en train de faire perdre notre population. Voilà pourquoi moi et plusieurs, nous rentrons dans les vidéos. Nous avons des plateformes où nous discutons. Vraiment, on voit que c'est des niveaux. Très chers frères et sœurs, faisons attention aux réseaux sociaux. Ici, là, aujourd'hui, moi, je viens. J'ai eu à faire plusieurs vidéos. C'est Catalan Barak. Voilà. Les vidéos sont là encore sur la page YouTube et sur la page Facebook. Très chers frères et sœurs, faisons attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, voilà pourquoi nous rentrons dans la vidéo, parce que ces gens-là, on ne peut pas garder silence devant les dérives, devant les informations que les gens donnaient à nos peuples. Aujourd'hui, je suis là pour décortiquer un peu ce nouveau parti créé par Laurent Gbagbo, le 16 et 17 octobre 2021. Ce parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la version Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo veut créer un parti des peuples africains. Laurent Gbagbo qui n'a pas eu la capacité, de gérer sa propre famille, la Côte d'Ivoire lui est venue un peu grande. Aujourd'hui, veut créer un parti panafricain. J'ai dit que c'est possible. C'était possible si ce n'était pas Laurent Gbagbo. Aussi, on n'avait pas repris les mêmes discours. Laurent Gbagbo était au pouvoir et nous savons, sous la gestion de Laurent Gbagbo, combien d'étrangers ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. Comment les biens étrangers et surtout même des biens des nationaux considérés à tort comme des étrangers ont été saccagés, ont été réprimés, combien de vies perdues en Côte d'Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo. On pouvait comprendre s'il venait avec un nouveau discours, mais on ne peut pas faire du nouveau sur du vieux. On reprend les mêmes discours, les mêmes visions et on veut fonder du nouveau. Je dis que ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. Nous serons là pour décortiquer, pour que nos populations comprennent que ce monsieur-là, j'ai dit que il pouvait s'assagir, mais il a raté le coup.
On se rappelle quand Laurent Gbagbo est rentré d'exil en 90. Quand il est rentré, il allait présenter officiellement ses excuses au président Félix Houphouët-Boigny et à la Côte d'Ivoire parce qu'il savait le mal qu'il avait fait à la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, Laurent Gbagbo rentre, il dit qu'il n'a de pardon à demander à personne. C'est-à-dire qu'il ne demande pas. Lui, il n'a même pas demandé pardon. Il ne se reproche rien. Pour lui, tout allait bien. Tout est allé bien. Pour lui, tout va bien. Donc, la gestion calamiteuse de Laurent Gbagbo, lui, il ne se reproche rien. Je vais préciser une chose. Il dit que la CPI l'a blanchi. Mais, faisons la part des choses. La CPI, ce n'est pas une justice comme nos justices en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un tribunal comme nos tribunaux en Côte d'Ivoire où on juge pour des cas de vol, pour des cas de crimes, pour des cas de viol. La CPI juge pour des cas, de crimes contre l'humanité. Et rappelez-vous que la CPI avait lancé, et l'ONU avait lancé un message bien avant que les crimes soient commis. La CPI, et je cite, attention en Côte d'Ivoire, des crimes sont en train d'être commis, des crimes contre l'humanité sont en train d'être commis. Faites attention, sinon au moment venu, nous allons vous arrêter. Voilà sur quoi la CPI rentre en jeu. Et aussi, par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la CPI n'a jugé Gbagbo que sur 5 incidents. Mais nous savons combien d'incidents se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir sur le procès de Laurent Gbagbo. Je dis c'est une décision de justice, nous prenons garde. Nous sommes d'accord avec les décisions, avec son acquittement à la CPI sur ces 5 incidents que la CPI a pris. Les réseaux sociaux sont là, les gens ont les informations, et je cite. D'abord, il y a les tueries à la RTI. Et de deux, il y a les attaques et le bombardement du marché de Chakakone à Bobo. La tuerie des femmes à Bobo. Et puis il y a 2 autres faits pris à Yopougon. Voilà sur ces 5 incidents-là que la CPI a enquêté pour juger Laurent Gbagbo. Et sur ça, il a été blanchi. Mais il y a eu de nombreux crimes. Maintenant, même quand on n'est pas l'auteur de ces crimes-là, quand sous sa gestion, tous ces désordres-là, toutes ces théories se sont déroulées, on ne peut pas venir dire qu'on n'a rien à se reprocher. Donc, ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, je suis là pour décortiquer un peu ce parti-là, le parti des peuples africains, vraiment le PCA et la branche Côte d'Ivoire. D'abord, pour l'organisation de ce congrès que je vais appeler à partir de maintenant la kermesse, parce que c'était une kermesse. C'était une kermesse et Laurent Gbagbo est venu nous servir ce que nous avons vu. La kermesse même d'abord a démarré avec un retard très considérable, avec un désordre total. Le désordre était vraiment servi. Mais dans le fond, Danon Djedje, qui était le président du comité d'organisation, vient faire son discours inaugural. Et une chose vraiment très grave, Danon Djedje oublie même l'essentiel même de son discours. Il s'en va, il ne se rappelle pas. Et dans la volée, il se rappelle qu'il a oublié de dire l'essentiel, le but même de la kermesse. Il revient avec un ton vraiment très arrogant. Il dit, je cite, ils vont dire que c'est moi encore. C'est moi encore et puis quoi? Fin de citation. Avant de déclarer ce qu'il avait oublié, l'essentiel même de la kermesse. C'est-à-dire venir déclarer ouvert les travaux de ce congrès ou de cette kermesse. Chers frères et sœurs, c'était la première bêtise. Après, et ensuite, dans le même discours, il dit, nous avons constaté le désordre. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a eu des désordres. Nous avons constaté le désordre. Et vous savez, je cite, là où Laurent Gbagbo est, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que là où Laurent Gbagbo est, il y a toujours eu des désordres. J'interprète comme ça. Et c'est ce qui est ça.
Donc, Danon Djedje cite ce passage-là. Maintenant, il y a un autre passage qui m'a laissé un peu. Ma soeur Aïcha Koné, invitée à une prestation qui coulait les mauves, il n'a pas dit les larmes, qui coulait les mauves. Il n'y a personne dans cette salle-là qui a eu la courtoisie de venir lui donner un petit mouchoir pour suer sa moche. C'est moche. Elle était en train de faire comme ça, chers frères et sœurs. Ça, c'était un petit détail que j'ai remarqué. Comme j'ai dit, nous, on visait un peu tout. Voilà, il faut qu'on présente quelque chose de concret. Aujourd'hui, là, le peuple ivoirien a un certain niveau qu'on ne peut pas venir présenter du coupé-collé. Donc, c'était un raté. Un raté. Donc, très chers frères et sœurs, voilà, comme je l'ai dit, après le désordre total, dans nos Djedje, il suffit le désordre qu'ils ont mis. Vous savez, on pouvait croire, on pouvait accepter, on pouvait comprendre. Mais au sortir du congrès, j'ai vu beaucoup de militants ou des suiveurs, des congressistes, vraiment très déçus. Très déçus du discours de Laurent Gbagbo, très déçus de tout ce qui a été présenté là-bas. Vous savez, quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est... Connaissez Gaou passe, voilà, pour parler un peu comme chez moi. Chers frères et sœurs, ce nouveau vieux parti-là ne peut pas prospérer. Comme je l'ai dit, on pouvait croire, on pouvait accepter, mais quand nous savons le discours que ces gens-là ont tenu, la vision qu'ils ont eue dans l'opposition et arrivé au pouvoir, ce qu'ils ont fait, nous avons vu. Aujourd'hui, on veut construire du nouveau sur du vieux. On aurait accepté ou on aurait compris que le discours ait changé un peu. Mais vous avez vu que le discours n'a pas changé. La seule chose qui change ici, là, c'est le nom. À part le FPI, maintenant, c'est PPA. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on peut enlever ça même parce que d'abord, quand on veut installer un projet africain, il faut être d'abord en mesure de présenter un projet ivoirien. Et si cette base-là, on va se mêler à un projet africain, la construction d'une maison se fait toujours par les fondations, non par les toits. Et voilà ce parti-là en train de commencer par les toits. Et c'est du vieux. Nous avons déjà entendu ces discours-là. On ne peut pas aujourd'hui se dire panafricain, créer un parti pour l'Afrique quand on sait les brimades, les exactions que les étrangers et même des Ivoiriens confondus à des étrangers ont subi en Côte d'Ivoire sous son régime. On ne peut pas accepter que Laurent Gbagbo vienne, qui dit qu'il n'a rien à se reprocher. Il ne demande pas pardon parce que lui, il est blanc comme neige. Voilà. Et quand on sait que sous son régime, des milliers et des milliers d'Ivoiriens ont été tués, des biens saccagés, voilà ce qui nous a mis à la guerre. Quand on sait que la Côte d'Ivoire allait droit dans le mur, et dans cette salle, des gens qui applaudissaient parce que, voilà, Laurent Gbagbo, tout simplement, était un comédien. Au passage, j'aimerais, vraiment, c'était de la comédie. Les organisateurs de Bonjour 2022 ont vraiment un élément, un client pour passer, parce qu'on a vu que pour faire rire la salle, voilà, Laurent Gbagbo est très très bien placé. Donc c'est un comédien. J'aimerais venir ici, en tout cas dans le fond, sur le discours de Laurent Gbagbo. Comme j'ai dit, il y a eu tellement de ratés. Nous allons prendre quelques rubriques. D'abord, Laurent Gbagbo commence par son discours en dénigrant Philippe Grégoire Yassé. Paix à son âme. Philippe Grégoire Yassé, un cadre, un baron du PDCI, en son temps, je veux dire. Et en sachant que le PDCI a été invité, et le PDCI dans cette philosophie-là est toujours. Laurent Gbagbo dénigre Philippe Grégoire Yassé parce qu'il aurait tenu un discours très dur avec les populations de Blocos qui s'étaient opposées à la construction
de l'hôtel Ivoire, hôtel Sofitel, hôtel Ivoire. Laurent Gbagbo dénigre Philippe Guiassé pour avoir tenu des propos très durs avec les populations qui s'opposaient à la construction de l'hôtel Ivoire. Quand on invite un parti frais pour venir participer à son émission ou à sa soirée, à sa kermesse, on ne peut pas au même moment dénigrer un baron de ce parti-là. Ça a été un raté. La deuxième leçon, Laurent Gbagbo est un opportuniste. Parce que là où lui tient son congrès, sa kermesse à l'hôtel Ivoire, là où il tient cette kermesse à l'hôtel Ivoire, qui est aujourd'hui une fierté pour toute la Côte d'Ivoire, il devait être en train de remercier Philippe Grégoire Yassé pour son courage, pour son langage franc avec ces populations de blocos qui n'avaient pas encore compris que cet hôtel Ivoire-là serait un lieu emblématique, serait une représentante de la Côte d'Ivoire, serait la fierté de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo devait s'en féliciter, Laurent Gbagbo devait être en train d'encourager Philippe Grégoire Yassé au lieu de le dénigrer. Lui-même, il a vu. Combien d'années après, c'est là que lui, Laurent Gbagbo, vient tenir sa kermesse. Donc, le courage de Philippe Grégoire Yassé a servi à ce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo trouve un lieu symbolique, un lieu vraiment aussi représentatif comme l'hôtel Ivoire pour venir présenter son nouveau parti. Ok. Laurent Gbagbo, on le connaît, c'est un opportuniste et je l'ai déjà dit. Ensuite, Laurent Gbagbo rend hommage à Aboudraman Sangaré. C'est pas mauvais. Mais Laurent Gbagbo n'a pas eu un seul mot à l'endroit de Boga Doudou, Émile Boga Doudou, son fidèle compagnon, son ministre de l'Intérieur. Laurent Gbagbo n'a pas eu un seul mot pour Boga Doudou. Nous l'avions déjà dit. Laurent Gbagbo et Boga Doudou a été éliminé dans les conditions que nous avons déjà dit. Je ne vais pas revenir sur les détails ici. C'est-à-dire que ce monsieur a été jeté aux oubliettes. Mais il a fait le loge d'Aboudraman Sangaré. Autre chose, je vais revenir ici sur les invités qui étaient là. Vous savez, Laurent Gbagbo veut créer un parti de la gauche. C'est-à-dire qu'un parti de la gauche qui veut unir l'Afrique, mais divise sa famille, divise son village, divise son parti et son pays. On ne peut pas chercher à unir l'Afrique en divisant sa propre famille quand on sait que sa famille est divisée. Et après le congrès, il a été servi sur France 24. Il dit Charles Blé Goudé et Charles Blé Goudé. Lui n'est pas Charles Blé Goudé. On est d'accord. Mais est-ce que Charles Blé Goudé, en demandant pardon, que ce soit sincère ou non, est-ce que Charles Blé Goudé s'est trompé? Au moins, lui reconnaît qu'il a quelque chose à avoir dans... En tout cas, il n'a pas toujours bien fait. Voilà pourquoi il demande pardon. Et Laurent Gbagbo, il n'est pas prêt à demander pardon. Laurent Gbagbo, qui s'est dit leader de la gauche, n'invite combien de partis de la gauche en Côte d'Ivoire vous avez vu? Mamadou Koulibaly, son président de l'Assemblée nationale, n'y était pas. Mabrito Akes, avec ceux qui pensent qu'on ça peut aller, n'était pas. Bama Mori Ferré, qui est un peu de la gauche, non. Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'est pas prêt, n'est pas dans la capacité d'unir en Côte d'Ivoire. Donc en Afrique, ça sera très difficile d'unir, mon frère. Disons les choses telles qu'elles sont. Très chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, parmi les invités, il y avait un Sénégalais, le professeur Pierre Sané, qui a dit comme ça, d'abord, il dit qu'il est un dissident du Parti socialiste sénégalais. Un dissident. Maintenant, au nom de qui il vient parler? En son propre nom. Et son propre nom, là, il lui représente quoi au Sénégal? Il faut chercher à le voir. Il faut chercher à le savoir. Quand on sait les partis qui ont été invités dans leur pays qui n'ont pas forcément cette caution-là, cette représentativité-là, pour venir parler au nom d'un soi-disant peuple. Ce professeur Sané dit, lui,
il est un dissident au Parti socialiste sénégalais. Donc le Parti socialiste sénégalais a trahi Laurent Gbagbo parce qu'il ne l'a pas soutenu. Ce monsieur-là dit que après 500 ans de liens entre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire ou entre l'Afrique francophone et la France continue de piller l'Afrique. On peut être d'accord sur ça. On peut polémiquer, on peut être d'accord. Mais est-ce que aujourd'hui là, depuis le temps d'indépendance, on doit encore pleurer sur nos sorts? Est-ce que lui ne sait pas que c'est Laurent Gbagbo qui a financé la campagne de Jacques Chirac en France? Lui ne sait pas ça. Est-ce que lui ne sait pas que c'est Laurent Gbagbo qui a couvert et fortifié les intérêts français en Côte d'Ivoire? Il ne sait pas ça? Donc, chers frères, il faut que nous arrivions à un certain moment à être francs, à tenir des discours francs avec nos populations, à dire ce qui est à nos populations. Mamadou Koulibaly a déjà dit, Laurent Gbagbo c'était l'élément de la France. Il a cédé tous les accords à la France. Tous ces avocats, quand il y avait après les élections, ces avocats c'était les Français. C'est une maison française qui l'a pris pour venir faire son sondage en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on sorte dans ce discours-là. Comme je l'ai dit, il y avait tellement d'opposants ivoiriens qui étaient de la gauche, qui sont de la gauche, qui étaient absents aujourd'hui là. Quand on n'a pas fini d'unir sa famille, on ne peut pas venir dire qu'on veut unir l'Afrique. Vraiment, on le dira au temps de Bédier, c'est un éléphant qui vient avec, pas un pied cassé, mais les deux pieds cassés. Donc un éléphant qui pèse comme ça, avec deux pieds cassés, c'est normal que cet éléphant n'avance pas, ne pourra pas avancer. Donc, chers frères et sœurs, voilà encore une bêtise, une gabegie de Laurent Gbagbo. Maintenant, tous ceux qui étaient dans cette salle, ou nous qui avons écouté ce message de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que réellement les gens ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que Laurent a compris? Maintenant, Laurent Gbagbo, on avait pensé, nous qui nous disions que Laurent Gbagbo était pris en otage. On lui a dit, c'est Simone Gbagbo, d'autres ont dit, c'est Simone Gbagbo qui avait pris Laurent Gbagbo en otage, il était en otage. Tous ceux qui sont derrière Laurent Gbagbo, comme on l'a dit, là, Laurent Gbagbo leur dit qu'ils ne le connaissent pas. Laurent Gbagbo envoie un signal fort à tous ceux qui sont derrière lui que vous ne me connaissez pas. Et c'est effectivement Laurent Gbagbo. Vous savez, un boulanger, quand tu mets le pain au feu, quand ça prend trop de temps, ça peut brûler. Donc, il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Et ce Laurent Gbagbo là, nous sommes là pour le surveiller parce que ce monsieur là, il n'est pas sincère, il n'est pas franc. Laurent Gbagbo, qui a décrié aujourd'hui, hier qui a décrié la France, tous les accords avec la France, et aujourd'hui, il a été au pouvoir entre son avant et son maintenant, il a été au pouvoir, mais il n'a rien fait pour sceller les accords ou pour arranger les accords entre la Côte d'Ivoire et la France. Aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire que le problème c'est la France. Le problème c'est Laurent Gbagbo. Comme le disait le ministre Amadou Koulibaly, Laurent Gbagbo est en conflit avec lui-même d'abord. Et quand on est en conflit avec soi-même, c'est difficile que tu puisses comprendre les autres. Laurent Gbagbo s'enfonce. Laurent Gbagbo, vous voyez, il voulait expliquer son enfance. Il a expliqué une partie de son enfance. Et quand il explique une partie de son enfance, lui-même là, il ne se comprend pas, lui-même. D'abord, il dit, lui, en son enfance, d'abord, il allait chercher du boulot. Il allait chercher du boulot parce que la situation était difficile. Comme nous le savons, nous sommes un enfant de pauvre, nous le savons. Laurent Gbagbo a été un enfant de pauvre. On ne se plaint pas du fait qu'il aille chercher du travail. Et il a dit déjà, il n'a pas eu de travail. Lui, il allait chercher du travail. Il dit, heureusement qu'il n'a pas eu de travail. Qui va prendre lui là pour travailler? Lui là, qui va le prendre?
quand on te connaît, on sait, depuis son enfance même là, les gens savaient que lui là, il ne pouvait rien faire, rien. Qui va te prendre pour travailler? Et lui-même, il dit, il fait une confidence. Il était en terminale et à quelques 2 pas du bac, il a voulu abandonner. Il faut être fou dans la tête, il faut être nul, il faut être sans, je ne sais pas comment décrire, pour laisser l'école à 2 pas du bac. À 2 pas du bac, lui était prêt à laisser l'école. Et ses amis, il a cité ses amis, je ne vais pas citer les noms ici, il a cité ses amis qui lui ont donné des conseils sages. Il dit, mais tu es à 2 pas du bac, tu peux avoir, parce que tu es un élève brillant. Il faut passer le bac, maintenant, après, ce que tu veux faire, tu fais. Lui, à son âge, inconscient, il n'a pas compris que l'objectif, c'était d'atteindre le bac. C'était d'avoir le bac. Quand on va à l'école, c'est pour avoir des diplômes. Lui, il n'avait pas compris ça. Il a fallu ses amis qui étaient sages. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo n'était pas sage. Il a fallu ses amis qui étaient sages pour lui dire, il te reste, tu es à 2 pas du bac. Tu vas avoir l'encourageant pour continuer à aller à l'école. Voilà comment Laurent Gbagbo continue d'aller à l'école et qui a son bac et qui obtient une bourse pour aller étudier. Lui, il ne voyait pas ça. Aucune vision, ce monsieur-là n'a aucune vision, mon frère. Aucune. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore compris, comprenez maintenant que Laurent Gbagbo n'est pas un élément à suivre parce qu'il n'a aucune vision. On l'a vu dans sa gestion. On l'a vu dans sa gestion, dans sa lutte. Quand aujourd'hui Laurent Gbagbo ne se reproche rien, le seul fait même de dire qu'il n'a pas de pardon à demander, je dis que personne, mais les populations de l'Ouest ou les Ouest sont le saluer. Pourquoi? Pourquoi sont le saluer? Parce que à un certain moment, on nous dit, toi, tu as été affecté, tu as été touché. Le pardon soulage. Celui qui demande le pardon et celui qui reçoit, les deux sont soulagés. Si c'est sincère, si toi, tu as fait quelque chose à quelqu'un, cette personne est fâchée contre toi, tu te lèves sincèrement pour lui demander pardon. Et si cette personne accepte le pardon sincèrement, toi qui demandes le pardon, tu es soulagé. Et toi qui acceptes le pardon, je vous jure que tu es soulagé. Le pardon, c'est l'âme des forts. Et Laurent Gbagbo nous a démontré que c'est un faible qui n'a aucune vision. On ne peut pas dire, il ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que lui là, il n'a rien à se reprocher. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas, réfléchir à une vision. Ça, c'est impossible. Impossible. Du passé, on s'instruit pour construire le futur. Et Laurent Gbagbo nous a démontré que lui là, il n'a aucune vision. Aucune. Parce que quand on a une vision, on est prêt à demander pardon. Quand on sait que des gens ont été blessés. Et lui sait que des gens ont été blessés. Mais il dit non. Ok. On continue, chers frères et sœurs. Ouais, voilà. Encore Laurent Gbagbo dit que lui, son seul vrai premier ministre là, ou les deux vrais premiers ministres, ou son seul vrai premier ministre, parce qu'il faut le dire comme ça, c'est Afin Guessan. C'est Afin Guessan qui a été son ministre que lui, il a choisi. Ok. Et après, il a parlé d'Akengo. Voilà, qui n'a même pas vu la primature. Mais rappelez-vous que c'est Laurent Gbagbo qui nous avait dit que c'est lui qui a proposé Cyril Guillaume, parce qu'il était le chef de la rébellion. C'est lui qui a dit, vraiment, il est fatigué de ces lois qu'on nous amène là. Et il a dit, Ouagadougou, les accords de Ouagadougou, il a dit, c'est lui qui a proposé, parce qu'il voulait discuter directement avec les rebelles. C'est lui qui a proposé cette discussion-là. Il ne peut pas aujourd'hui venir nous dire qu'on lui a imposé Cyril Guillaume comme Premier ministre. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur ce monsieur-là, sur ce débat, sur ce langage. Vraiment, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore compris que Laurent Gbagbo ne peut pas être une vision, ne peut pas être une option, Laurent Gbagbo ne peut pas incarner cette jeunesse-là, cette lutte-là pour le développement de la Côte d'Ivoire et en plus l'Afrique, Laurent Gbagbo ne peut pas incarner cette lutte-là. Vraiment, si vous n'avez pas encore compris, tout est dit. Et ensuite, il fait sa kermesse et il a l'occasion de se ressaisir pour cadrer certaines choses.
lors d'une interview, il vient encore mettre le pied dans le plat. Chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo nous a montré sa carence, sa limite. Ah, il faut le dire. Ensuite, chers frères et sœurs, voilà. Encore une chose grave. Laurent Gbagbo nous dit que les pays puissants sont les pays grands. C'est-à-dire que les grands pays, il a cité en Afrique, il a cité le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Maintenant, il dit comme ces pays sont grands, c'est pourquoi ils sont puissants. Regardez le Soudan. Le Soudan est divisé maintenant. Mais le Soudan s'est divisé il n'y a pas longtemps. Le Soudan, c'était le plus grand pays en Afrique. Mais ce n'était pas le pays le plus puissant. Le Congo est un pays grand. Mais ce n'est pas un pays puissant. L'Algérie est un pays grand. Mais ce n'est pas un pays puissant. Le Mali est un pays grand. Mais ce n'est pas un pays puissant. Le Rwanda est un petit pays. Mais aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus puissants en Afrique. La Corée du Nord n'est pas un pays grand. La Corée du Nord, c'est 120 000 km. Un peu plus de 120 000 km carrés. C'est-à-dire que la Corée du Nord est plus grande que la Corée. Et le Luxembourg n'est pas un pays grand. La Suisse n'est pas un pays grand. J'ai dit que on ne peut pas venir nous présenter on l'avait déjà dit, le problème de la Côte d'Ivoire ou le problème de Laurent Gbagbo, c'est d'avoir un historien qui veut écrire lui-même sa propre histoire. Sinon, l'histoire là, nous la connaissons tous. Laurent Gbagbo dit, lui, il ne va pas dans les pays où on ne l'invite pas. Lui, il ne va pas même chez les bailleurs de fonds. Lui, il ne va pas dans les grands pays. Il se rappelle qu'il allait en Chine au drapeau, quand son hymne national sonnait, lui, il dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire que lui, Gbagbo là, il n'était pas... il se voyait plus petit que le président chinois. Le président chinois, c'est un enfant. Hein. C'est un enfant. Hein. Il se voyait plus petit que le président chinois. Mais quand tu te vois plus faible que ce monsieur-là, tu vas lui dire quoi? Quand il a parlé aussi de la France. Quand lui va à l'Élysée, sur les marches, quand il marche avec le président français, lui, il dit qu'il se voit petit. Il se voit petit. Lui-même, il se voit petit. Vous savez pourquoi? Quand il y a ce complexe-là devant le président français, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Ensuite, il dit, lui, il ne va pas dans les pays où on n'invite pas. Quand on sait qu'on invite les grands, mais si on ne t'invite pas là, toi-même, il faut t'inviter pour être dans le cercle des grands. Quand tu veux grandir, il faut te frotter aux grands. Quand tu n'as rien, il faut aller plaider à côté des grands. Je l'ai déjà dit, il n'y a aucune honte au pays d'emprunter. Les États-Unis aujourd'hui, qui est considéré comme le pays le plus puissant. Les États-Unis, c'est un pays qui est endetté. Moi, je peux même dire que c'est le pays le plus endetté au monde. La Chine, qui prend exemple, la Chine n'a aucun complexe à aller discuter avec les pays. Même la France qui prend. La France n'a aucun complexe à aller discuter avec les pays. On se rappelle, après la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Les Européens sont allés s'agenouiller devant les États-Unis pour les aider à se développer. Et aujourd'hui, on voit le niveau de l'Europe. Quand il n'a rien, non, ça ne peut pas marcher avec Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas marcher. Il n'a aucune vision. Il n'a aucune idée de la gestion de la chose publique. Maintenant, je vais revenir dessus d'abord. Il faut que je finisse avec ça. Maintenant, quand tu as un complexe d'infériorité devant ces grands-là, tu penses que tu peux discuter d'égal à égal? Quand toi tu dis que tu cherches la souveraineté, tu es un pays souverain, tu as un complexe devant ces pays-là que tu cites là, tu ne peux pas discuter d'égal à égal. Maintenant, si par orgueil ou par manque de vision, tu penses que tu peux te passer d'eux, il faut bien gérer tes ressources. Il faut bien gérer tes ressources. Il faut bien gérer tes ressources. Donc, comme j'ai dit, quand tu décides de te passer de ces bailleurs de fonds-là, il faut gérer bien tes ressources. Je vais vous présenter une vidéo aussi, ici, de Laurent Gbagbo, quand il était en position de toutes ses facultés. Écoutez.
notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, en fait, les sociaux. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien, quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens aient accès aux constructions? Merci. Vous avez raison. Moi, je suis William Sokro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Moussoko. Mais il n'y a pas de logement. La crise du logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne prend son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Webo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts et de taxes douanières. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Non, mais si vous me le dites, je le fais. Après avoir ce auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste pour dire que ça ressemblera à une banque. Chers frères, je sais, oui, lui-même dit. Oui, lui-même dit oui, alors. Chers frères, je sais. Pour ceux qui comprennent un peu, vous qui avez écouté ce monsieur-là, quand il était en possession de toutes ses facultés, d'abord, on lui dit qu'Abidjan est sale. Il dit, il sait ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien. On lui dit qu'il y a une crise de logement en Côte d'Ivoire. Il dit, ce qui le préoccupe, c'est pour Yamoussoukro. C'est Yamoussoukro. Quand on dit Abidjan, il n'y a pas maison. On lui dit que les travaux de l'échangeur de l'Indénié, pour lequel il y a eu des financements, on lui dit que, mais qu'est-ce qui n'a pas fait quoi, qui a fait quoi? Il dit, lui n'est pas là pour accuser. On lui dit que le chômage, il dit non, qu'il veut créer une banque d'emploi. On lui dit, à quoi ça va ressembler? Comme une banque. Comme une banque. Ça veut dire que, comme une banque là, vous savez comment fonctionnent les banques. Banque, toi, tu as ton argent, tu t'en vas verser là-bas. Le but est prêt, tu vas retirer avec des intérêts. Mais le chômage là va être absorbé, il va gérer les jeunes là comme banque. Ça, c'était en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce que quand vous sortez du congrès de Laurent Gbagbo, vous avez vu que ça a changé? Hein? Est-ce qu'on a vu que quelque chose a changé? Est-ce qu'il y a une vision pour gérer cette Côte d'Ivoire-là? Quand il était en capacité de tous, il était en position de toutes ses capacités. Ce monsieur-là n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a qu'apporté que des problèmes à la Côte d'Ivoire. Depuis que ce monsieur est là, c'est la gangrène de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, chers frères et sœurs. Maintenant, il va venir sur, comme il a dit,
on ne veut pas aller vers les grands pour qu'ils nous aident. Quand on veut s'aider là, c'est pas sur ce langage-là. Vraiment, c'est grave. Maintenant, il invite le PDCI et il invite le LHDP. En même temps, il dit, quand on a dit qu'il faut qu'on voie une politique de régénération de la population ou du pouvoir, il faut qu'il laisse le pouvoir. Il dit qu'il y a des gens plus vieux que lui qui sont encore là, qui sont en train de faire la politique. Mais lui, pourquoi on lui demande de partir? Le problème de la Côte d'Ivoire, chef frère, il faut le dire très clairement, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Et quelqu'un l'a dit, c'est depuis 90 ou 82, quand Laurent Gbagbo est rentré dans la politique, la Côte d'Ivoire, ouais, regardez tous les événements qui sont là, sont liés avec le nom de Laurent Gbagbo. Et regardez, en 82, le président Alassane Ouattara n'était pas encore là. La Côte d'Ivoire a connu une crise. En 90, c'est après l'arrivée de Laurent Gbagbo qu'Alassane Ouattara vient. Et nous avons vu, jusqu'à aujourd'hui, Laurent Gbagbo continue de créer des crises en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a introduit. Regardez aujourd'hui, comme je l'ai dit, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qui? Le FPI et la FECI. Le FPI et la FECI. Maintenant, le PDCI, qui est animé par un vieux qui ne sait pas où il faut aller, se balade ici, va un peu ici, va un peu là, va un peu ici. Et il y a des suiveurs comme ça parce qu'ils n'ont aucune audience. Le PDCI a une audience, comme je l'ai dit. Le problème du PDCI, c'est Henri Konan Bédié, qui est vieux, qui ne sait pas où il faut se mettre. Et c'est là la réalité, chers frères et sœurs. Donc, ensuite, Laurent Gbagbo dit, on a le cacao. Et après, le cacao, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde. Depuis le temps nous fouille. On dit l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et jusqu'à demain, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et c'est le chef défi de l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est le cacao. On aurait voulu voir Laurent Gbagbo créer des entreprises, comme le président Ouattara. Ouattara l'a fait. Ouattara est en train de le faire. Et c'est la première fois qu'on arrive à des industries de transformation de la fève de cacao, des industries de transformation de la NACAD. On a vu tout récemment à Ndouci, je crois. Ndouci, j'ai installé tout récemment une industrie de transformation de jus de nos produits. C'est-à-dire la mangue, l'ananas. Il y a une usine de production, de fabrication de jus. Très chers frères et sœurs. Vous voyez, ce monsieur-là n'a aucune volonté. Ensuite, il dit, le président Félix Houphouët-Boigny, à un certain moment, a bloqué le cacao. C'est qu'il a décidé de ne plus donner le cacao à la Banque mondiale et aux Européens parce que le prix était très dérisoire. Mais regardez l'histoire, les faits sont là. Sous Laurent Gbagbo, combien coûtait le café cacao? Combien? Regardez. Houphouët-Boigny, même à son temps, que le prix était à un certain niveau. Lui, là, il a décidé de taper sur la table avec les Blancs, avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, avec les bailleurs. Il a bloqué son cacao. Il dit, voilà, celui qui produit, et il veut produire. Il veut vendre à ce prix-là. C'est ce que nous devons faire et encourager. Et Laurent Gbagbo dit, la Banque mondiale est allée financer des projets de construction ou de plantation de cacao en Malaisie. Et aujourd'hui, la Malaisie produit du cacao. Mais la Côte d'Ivoire reste le premier producteur de cacao dans le monde. Ça veut dire que, et aujourd'hui, on voit que le prix du cacao a atteint un certain niveau. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Et Laurent Gbagbo, chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo, c'est du froissé, c'est du froissé. Tout ce qui reste là, c'est de jeter dans la poubelle, c'est tout. Chers frères et sœurs, donc, Laurent Gbagbo dénigre Houphouët-Boigny. Regardez. D'abord, j'ai été écœuré que Laurent Gbagbo ait dit que c'est lui qui a achevé les travaux de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. On se rappelle, hein? Que c'est sous le ministère, sous la tutelle du ministère des infrastructures dirigé par Patrick Achi, qui était ministre du président Alassane Ouattara, que l'autoroute est arrivée à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, l'autoroute est en train d'arriver à Tébissou. C'est pratiquement fini. Ça va continuer jusqu'à Bouaké. C'est sur ce mensonge-là que Laurent Gbagbo admet qu'il allait prêter de l'argent à une banque islamique ou à une banque islamique.
Donc, frères et sœurs, Laurent Gbagbo ne peut rien apporter. Laurent Gbagbo ment. Laurent Gbagbo ne dit pas la vérité. Et dans cette salle-là, j'ai vu des gens, des suiveurs applaudir. Ok, comme je l'ai déjà dit, Laurent Gbagbo serait un bon candidat pour Bonjour 2022. 2022, chers frères et sœurs, organisateurs, et croyez en moi. En tout cas, pensez à cela, invitez Laurent Gbagbo à l'émission 2022. Vraiment, il ferait guichet fermé, chers frères. Donc, Laurent Gbagbo qui a crié sur tout le toit. Regardez aussi, aujourd'hui, Laurent Gbagbo parle d'une monnaie commune. Ça ne vous surprend pas? Quand il était prêt, même prêt à créer une monnaie ivoirienne. C'est-à-dire que France CFA là même là, on voulait quitter dedans même, dans France CFA là. Il fallait créer une monnaie ivoirienne. Et aujourd'hui là, bien avant, parce que vous vous rappelez de son discours, il avait dit qu'il allait aller voir le Ghana, la Guinée, pour qu'il puisse rentrer dans les francs CFA pour faire une monnaie commune. Et quand il est arrivé au pouvoir, on a vu sa gestion. Laurent Gbagbo avec quelle bonne relation avec nos voisins, quelle bonne relation avec l'extérieur, quelle bonne relation avec les bailleurs du fonds, ceux même qui sont chargés de donner un plan. Aujourd'hui, dans la globalisation, aucun pays ne peut se développer seul. Et Laurent Gbagbo voulait nous envoyer sur ce chemin-là. Quand aujourd'hui, les monnaies sont en train d'être unies, les pays sont en train de s'unir pour utiliser la même monnaie. Quand le président Alassane Ouattara est en train de faire la publicité, en train de mettre, en tout cas d'appeler ses pairs pour qu'on puisse mettre une monnaie unique qui est l'éco, pour que la France se retire même de la fabrication ou de la gestion de cette monnaie, de ces économies-là. Laurent Gbagbo était prêt à créer une monnaie ivoirienne. Et rappelez-vous, comment on appelle ça même là, l'hymne à la patrie. On a passé des mois et des mois, on n'écoutait même pas l'hymne national, la bidjanaise, sur nos chaînes. On avait oublié ça même, parce que Laurent Gbagbo, il était même prêt à changer l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'hymne à la patrie. Et je peux vous chanter ça maintenant, tellement j'ai écouté ça sur les télévisions nationales. On n'avait pas d'autre télé, on n'avait rien. Donc, on était obligé d'écouter cette propagande, d'écouter des va-t-en-guerre, d'écouter des messages de haine sur la télévision nationale. On n'avait aucun choix. Aujourd'hui, là, allez-y en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, combien de chaînes aujourd'hui les Ivoiriens ont la possibilité de suivre? Combien de chaînes aujourd'hui? Aujourd'hui, ils vont nous dire, j'ai écouté un vieux un jour qui dit, qui dit que le président Alassane Ouattara nous avait promis l'émergence en 2020, il a échoué. L'émergence, c'est quoi pour lui? Ça, c'est une parenthèse. L'émergence, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une ligne d'arrivée. L'émergence, c'est une lutte continue pour améliorer la condition de vie des populations. Et regardez tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous pensez que nos conditions ne sont pas en train d'être améliorées? On a des routes, on a des hôpitaux, il y a combien d'universités en Côte d'Ivoire? Combien d'écoles? Combien de coopérations avec nos voisins? Ça, c'est déjà bon. L'émergence, c'est cela. L'émergence, ce n'est pas une ligne d'arrivée où, quand on arrive, c'est fini. Non. Même les pays développés sont en perpétuelle construction et reconstruction. Quand ils voient encore des ignares dans cette salle-là qui est en train d'applaudir, je dis que c'est grave. On va quitter la chère frère et sœur. Et voilà. Et la chose la plus grave que moi j'ai notée. Laurent Gbagbo, il peut faire perdre les gens. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais regardez, chers frères et sœurs. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui cite toutes les interviews qu'il fait, il dit le problème de l'Afrique, c'est de ne pas respecter ses textes. Quand il a été président de la République, Laurent Gbagbo dit, il reconnaît, sur une décision de justice, la décision de la CPI, Laurent Gbagbo reconnaît que les maladresses de la procureure de la CPI les ont aidés. Les maladresses les ont aidés. Ça veut dire que ce sont les maladresses que la procureure a commises là qui l'ont aidé à être libre. C'est pas parce que lui il est innocent ou c'est pas parce que eux ils sont innocents. Mais la procureure n'a pas bien ficelé son document. On a vu les témoins qui sont passés là, on a vu les preuves qui sont données.
encore qu'il faut aller, on peut avoir la possibilité de douter, mais comme nous le disons, nous respectons les décisions de justice. Laurent Gbagbo lui-même le dit. Et il est dit, il y a une femme qui dit qu'elle a été violée à la Cour pénale internationale, qu'elle a été violée. Et on lui montre Gbagbo, c'est ce monsieur-là qui vous a violé? Il dit non. Et puis Laurent Gbagbo lui dit, moi Laurent Gbagbo, violer une femme? Il dit, même si on dit, pour les invités, les gens n'avaient pas besoin de voir cela. Les gens n'avaient pas besoin de ça. On avait besoin d'autre chose. Un discours assez structuré, un discours assez cohérent, une structure qui nous explique pourquoi tu formes ton parti là. C'est pour faire quoi? Aucune explication n'a été donnée sur le nouveau parti en création ou en élaboration. Donc Laurent Gbagbo reconnaît que c'est la maladresse des preuves de la procureure qui les sauve. La CPI. On prend note. Ensuite, nous savons très bien que Laurent Gbagbo a été condamné en Côte d'Ivoire. On peut dire, lui, il peut dire que c'est injuste. Il peut dénigrer, il peut dire... Mais le fait est là. Laurent Gbagbo a été condamné. Laurent Gbagbo a été condamné. Un jugement s'est tenu. Il a été condamné par la République de Côte d'Ivoire, régi par des lois. Lui qui a été ancien président, le normal serait de se conformer à cette décision-là de justice, quitte à demander une amnistie, une grâce, en tout cas, ou accomplie, ou à ne pas respecter, mais la décision est là, il faut que cette décision-là soit reconnue et soit respectée. Quand on se dit, ancien chef de l'État, qui incarnait les lois de la République, qui aujourd'hui veut être encore chef d'État, aujourd'hui créer un parti, il sait, le parti qu'il vient de créer là, connaît. Il va leur donner les clauses, comment on dit ça, les règlements intérieurs au ministère de l'Intérieur, à l'État de Côte d'Ivoire. On va attendre ce qu'ils vont nous dire. Il ne reconnaît pas sa condamnation. Ça, c'est déjà grave et gravissime. Vraiment très, très grave. Quand on ne respecte pas ses peuples, et on ne respecte pas les lois de son pays, lui-même il a dit, il aime à le dire. Maintenant, chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo dit qu'il a été enlevé et déporté à La Haye. En 2010, il y a eu des élections. Comme en 2000, où lui il a gagné. Et on sait comment lui il arrive au pouvoir. Il a dit. On sait comment lui il arrive au pouvoir. Il a dit. En 2000, il y a eu des élections. Des élections qui ont abouti sur une crise. Il y a eu des morts, il y a eu des contestations. Mais il arrive au pouvoir quand même. Et il a géré. En 2010, il y a eu des élections avec le même Gbagbo. Parce qu'en 2000, ce n'était pas Alassane Ouattara. C'était avec Gueye. En 2010, il y a eu les mêmes élections. Il y a eu des troubles. Mais un président a été désigné. Parce qu'il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'une élection. Les Ivoiriens sont allés voter. Après les votes, il y a eu des palabres. Que les résultats des élections aboutissent sur des palabres et que quelqu'un soit installé, celui qui est installé. Maintenant, vous allez m'expliquer, ou bien il va m'expliquer 50 000 manières d'arriver au pouvoir, mais le fait est que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Lui, en fonction de cela, il allait rendre visite au président de la République au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Le palais que lui occupait là. Il allait là-bas. Et il a même appelé Monsieur le Président. Quel est cet homme-là qui a une incohérence, qui vient devant ses partisans pour dire qu'il ne reconnaît pas ce pouvoir-là? On attend. Où il va les présenter ces règlements intérieurs-là. On va voir à qui il va les représenter. Il va les présenter ces règlements intérieurs-là pour valider ce parti-là. Si tel est qu'il est dans une république. Nous l'attendons. Chers frères et sœurs, les Ivoiriens ont voté. Voilà. Je ne vais pas finir ce discours-là. Ça me fait une conclusion. La conclusion, c'est une déception totale de Laurent Gbagbo. J'ai croisé beaucoup de gens sympathisants de Laurent Gbagbo qui sont déçus totalement de la vision, du discours, de la manière
dont ce monsieur-là se présente, on ne peut pas aujourd'hui là tenir les mêmes discours qu'il nous a envoyés dans les murs hier. Laurent Gbagbo, en 2000, il a toujours tenu le même discours. Mais j'ai dit à un certain moment, on devient sage. En 90, il a demandé pardon à Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il n'est pas prêt à demander pardon. Ça veut dire que, au lieu de devenir sage, Laurent Gbagbo régresse. Il manque de sagesse. Il manque chaque jour de sagesse. Chers frères et sœurs, Laurent Gbagbo n'a pas appris de ses erreurs. Chers frères et sœurs, on ne peut pas aujourd'hui se braquer sur un discours panafricaniste pour venir gérer une Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui divisée par la faute de Laurent Gbagbo. Comme on le dit, c'est une misère vraiment très grave. Triste tout ça là, les gens, je l'ai déjà dit, la plupart des Ivoiriens ont compris que Laurent Gbagbo n'est pas un élément à suivre. Regardez, aujourd'hui, Simon Gbagbo n'était pas convié. Ça, c'est d'abord les clans. Parce que Simon Gbagbo argumente qu'elle était en déplacement. Voilà pourquoi elle ne s'est pas rendue. Parce que le FPI lui a envoyé, et le clan de Gbagbo lui a envoyé une invitation. Elle n'assume pas le fait de ne pas aller à cette kermesse-là. Elle va trouver pour argument qu'elle était en déplacement. Ça, c'est un manque de cohérence et un manque de courage. Moi, je serais Simon Gbagbo, je serais à Abidjan. S'il n'a pas envie d'aller, je serais à Abidjan et j'allais décliner cette invitation-là et assumer. Simon Gbagbo, dans les jours à venir, va former son parti et vous le savez. Elle a fait une mascarade de cette coalition ou cette comment on appelle, génération capable, organisée par des femmes qui l'ont pris comme marraine, mais à la fin, ça c'est un instrument de Simon Gbagbo et dans très peu de temps, vous allez voir que Simon Gbagbo va lancer son parti ou son mouvement comme Laurent Gbagbo, genre panafricain, pour encore nous embrouiller. Mais aux chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce qu'on voulait dire, d'abord, j'ai réitéré mon appel aux organisations de Bonjour 2022. Vous avez un client, Laurent Gbagbo, qui c'est sûr, qui va faire rire la salle. Parce que ce qu'on a suivi là, ça c'est une comédie. Une comédie. Laurent Gbagbo est un comédien, il faut le dire, clairement. Chers amis, chers frères, aujourd'hui nous avons des instruments pour lutter. Nous avons des instruments pour combattre dans le bon sens. Nous avons des instruments pour interpeller ces individus-là. Je vous ai dit une fois, au temps de Laurent Gbagbo, là, si les réseaux sociaux étaient aussi actifs comme aujourd'hui, là, je vous jure qu'une nuit, Laurent Gbagbo, lui et son clan, ils allaient prendre les bagages pour fuir la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils étaient en train de proposer n'importe quoi à la Côte d'Ivoire. Il n'avait rien à proposer, on l'a vu, Laurent Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Très chers frères et sœurs. Les instruments sont là, comme je l'ai dit, pour décrier, pour lutter, pour rétablir la vérité, pour interpeller nos frères et sœurs, pour dire que Laurent Gbagbo, comme je l'ai déjà dit, c'est du froissé, ça reste seulement jeté dans la poubelle et puis on va avancer. Voilà. Vraiment, j'avais dit à l'une de mes vidéos aussi que je ne voudrais plus parler de ces opposants-là. Aujourd'hui, on a une référence qui est le président Alassane Ouattara. Il faut faire la promotion des compétences. Vraiment, du boulot est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de sortir de ce noir-là dans lequel ces individus-là, ces nuls-là, ces incompétents, ces irresponsables l'avaient mis. En commençant par le président Henri Konan Bédié. Le président Alassane Ouattara est en train de faire sortir la Côte d'Ivoire. Est en train en tout cas, de donner de la visibilité au pays, de donner un cadre de vie humain, un cadre de vie sain, un cadre de vie